Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Bienvenue. Je vois qu'il est seulement 17h01 et pour attendre les tout derniers retardataires encore 1 ou 2 minutes, je vous propose pour patienter, comme la période est un peu stressante, je ne vais pas revenir sur tous les événements stressants qui se passent en ce moment, mais on va simplement dire que c'est au moins la période fiscale. Je vous propose de faire quelques étirements, quelques exercices de respiration avec moi. Ça fera du bien à tout le monde, surtout à moi. C'est la première fois que j'anime un webinaire et pour être franc, je suis terrorisée de l'intérieur. Voilà. Donc, je vous propose tout simplement, je vais enlever mon micro un instant pour pas faire de bruit avec mes fils, mais voilà, de mettre votre tête comme ça, un côté, de l'autre, pas hésiter à tourner comme ça. On est en fin de journée, c'est bientôt le week-end et ça ne peut pas faire de mal. Levez les bras. Je vais te suivre. Moi, je vais Voilà. éviter, sinon il risque d'arriver une catastrophe en live. Voilà, cherchez très T'as très dit que haut. tu peux trop te Ça fait du défendre, bien au dos. Fabrice. Bah, en fait, j'ai l'inconvénient des maladies de l'hiver, on va dire ça comme ça. Ah, Mais je vous laisse faire votre yoga sans souci. Et après, voilà, prendre quelques grandes inspirations. bonjour à tous. Et voilà. Alors, je pense qu'on est quasiment au complet. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre. Et on est tous réunis ce soir pour parler du traitement comptable des actifs numériques. Donc, tout ce qui va être crypto-monnaie, NFT, etc. Et pour démystifier tout ça, je suis bien entourée de Sana Moussaïd, qui est experte comptable et commissaire aux comptes. Elle est spécialiste en transformation numérique et présidente de Crypto Accounting, une solution de comptabilisation des cryptoactifs. De Fabrice Evrard, qui est expert comptable et commissaire aux comptes également, spécialiste des flux blockchain et cryptoactifs. Il est directeur général de Crypto Accounting et cofondeur avec Sana de SmartNode, qui est un fournisseur de services de staking. Et enfin, d'Antoine Scalia, qui est fondateur et CEO de Cryptio, un logiciel de comptabilité pour les cryptoactifs, qui travaille avec une cinquantaine de cabinets d'expertise comptable et d'audit dans tout le monde entier, notamment avec Mazar et PwC. Et moi, qui vais juste animer ce webinaire, c'est pas moi que vous allez entendre, rassurez-vous. Je gère le Club des experts, qui est la première communauté axée croissance et nouvelles technologies réservée aux experts comptables. Donc, on va être ensemble pour les prochaines 30-35 minutes. Et le webinaire va s'organiser comme ça. On va faire 15 minutes de présentation sur les idées fausses les plus répandues pour être sûr qu'on part tous sur de bonnes bases. Si vous avez des questions au cours de la présentation, pensez à bien les poser dans l'onglet questions et pas dans l'onglet chat. Ce sera plus facile pour tout le monde pour nous y retrouver dans la seconde partie. Seconde partie qui va donc consister en une session de questions-réponses de 15-20 minutes. Et Sana, Fabrice et Antoine répondront notamment aux questions que vous avez déjà soumises en amont du webinaire via le formulaire ou les réseaux sociaux. Et donc, sans plus attendre, la première question, c'est pas tout à fait une idée fausse que l'on se pose, mais on se demande souvent comment est-ce qu'on comptabilise une crypto? Est-ce qu'elles se comptabilisent toutes de la même façon? Du coup, voilà, comment est-ce qu'on comptabilise une crypto au juste? Et pour commencer, je vais peut-être te laisser prendre la parole, Fabrice. Ouais. En fait, l'avantage, depuis quelques années, depuis environ 1 an et demi, on a eu le règlement de l'ANC, le 2020-05, on pourra vous donner les coordonnées, qui en fait nous a donné des écritures comptables. Alors par contre, il y a quelqu'un. Ouais. En fait, qui nous a donné des pistes du coup de schéma d'écriture comptable. Et en fait, c'est relativement bête. C'est comme tous les flux économiques que l'on a dans une société, on doit comptabiliser les flux, les actifs numériques. Donc, on a l'ANC qui est venu nous donner des informations, qui nous a dit notamment qu'elle traitait les ICO, parce que c'était l'époque en 2017-2018, et qui nous a donné des méthodes de travail pour comptabiliser les actifs numériques, j'ai envie de dire, simples. Voilà. Et on vous l'a mis dans le chat. Oui, je viens de l'ajouter. Super, merci Fabrice. Sana, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce sujet? Oui, en fait, comme l'a dit Fabrice, et souvent, en fait, la question des confrères et consoeurs, c'est comment on comptabilise les cryptos.
Or, en réalité, on comptabilise une activité, en fait. Les revenus de staking, ça se comptabilise pas de la même manière que les revenus de mining ou un placement de trésorerie. Et puis, il y a d'autres activités, comme tu en parlais au début, comme les NFT et des opérations de DeFi qui, aujourd'hui, en fait, posent des véritables problématiques au niveau de leur comptabilisation parce que c'est pas encore défini. Super, merci beaucoup. En fait, Alors, je pourrais ajouter juste un truc là-dessus, c'est qu'il faut vraiment voir les cryptos plutôt que comme un élément, un objet, il faut voir ça comme une infrastructure qui permet de construire différentes choses aujourd'hui, enfin qui permet de construire différentes choses par-dessus. Ces choses aujourd'hui, il y en a un certain nombre, comme a dit Sana, ça peut être des NFT, ça peut être un actif financier, mais ça peut être aussi n'importe quel type d'actif qui est tokenisé. N'importe quel actif aujourd'hui qui existe un peu dans le monde réel, théoriquement, pourrait se retrouver sur une blockchain et on pourrait appeler ça une crypto. Et dans le futur, et on l'a bien vu ces 18-24 derniers mois, on va avoir de plus en plus de nouvelles choses, de nouveaux objets qui auront des nouveaux traitements comptables. Mais il faut le voir, comme a dit Sana, en fonction de la nature de cet objet, mais pas en fonction de l'infrastructure qui est la crypto et qui est en fait agnostique à tous les use cases. super, merci beaucoup à tous et trois pour cette première réponse. Ça me semble important de partir sur cette base-là. Je tiens à préciser que comme on a prévu que 10-15 minutes de présentation, l'essentiel étant de répondre à vos questions, on va faire très vite sur toutes ces idées fausses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des détails ou des compléments, à poser des questions dans l'onglet toujours questions. La deuxième idée fausse la plus répandue, ça va être récupérer de la donnée sur la blockchain. C'est trop facile. Et là, je crois que Antoine, tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet. Donc, je vais te laisser la parole. Ouais, donc nous, c'est vraiment on travaille beaucoup sur cet aspect-là. Les gens voient beaucoup de problèmes de la comptabilité des cryptos via la première question qu'on vient d'aborder, c'est-à-dire comment on la comptabilise. Et en fait, qui est évidemment un problème parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, etc. Mais il y a un autre problème qui est encore plus grand, qui est comment récupérer la donnée qui va permettre de pouvoir comptabiliser. Il y a un grand paradoxe, une sorte de grande incompréhension, qui est que les blockchains sont publiques, et donc la donnée est très facilement accessible. Et donc, la récupération de données n'est pas le problème est juste la comptabilisation. Or, il s'avère que ce soit récupérer des données sur des blockchains ou que ce soit récupérer des données sur des exchanges, qui sont des plateformes centralisées qui servent à des individus ou à des entreprises pour pouvoir trader de la crypto, récupérer de la donnée sous ces deux formes, enfin sous ces deux sources, vient avec beaucoup de complexité. Et c'est particulièrement vrai sur la partie blockchain, quand il s'agit de pouvoir exporter de la donnée qui vient d'activités, nous on qualifie d'activités complexes, en fait des activités complexes, des activités qui sont liées à ce qu'on appelle l'utilisation de smart contracts. En gros, c'est un peu toute la magie de la crypto. La magie de la crypto, c'est pas juste qu'un individu A va envoyer de l'argent à un individu B. La magie de la crypto, c'est qu'un individu A va envoyer de l'argent à un individu B parce qu'il s'est passé tel événement qui a activé un contrat automatiquement. Donc, il y a tout un aspect là-dedans qui s'appelle la finance décentralisée, par exemple, où il y a d'autres formes d'activités complexes, comme a dit Sana, par exemple, staking sur certaines chaînes. Et ici, récupérer la donnée sur ces activités complexes parce que la structure parce que la façon dont les blockchains sont structurées, c'est difficile de récupérer ce genre de transactions. C'est en fait très compliqué. C'est très compliqué. Vous avez des moyens qui sont des moyens simples de le faire, mais qui sont des moyens qui sont non aboutis, qui sont par des plateformes et des process qui sont non audités et qui va vous permettre de récupérer de la donnée qui sera non complète. Donc, vous ne pouvez pas construire un back office ou une comptabilité sur ces données-là. Donc, le premier problème que vous devez, la première question que vous devez vous poser avant celle de la comptabilisation, c'est vraiment celle de la nature de l'activité, en fonction de la complexité de la nature de l'activité. Comment aller récupérer cette donnée-là? Et c'est là où le bas blesse. Sana, je t'ai vu beaucoup hocher la tête pendant la réponse d'Antoine. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu veuilles ajouter à sa réponse?
En fait, c'est une question très importante et très intéressante parce que les clients ont tendance à nous dire tout est dans la blockchain et je pense qu'Antoine l'a très très bien expliqué. Oui, les informations peuvent être dans la blockchain, mais un fichier Excel ne peut pas servir de base, n'est pas dans la comptabilité. Et puis tous les fichiers en fait n'ont pas la même tête. En fait, ils sont pas harmonisés. Quand on parlait d'exchange, si on va sur un exchange A, un exchange B, les données ne sont pas les mêmes, en fait. C'est pas les mêmes fichiers, le traitement n'est pas fait de la même manière. Et ça, c'est hyper important, en fait, de pouvoir qualifier la donnée et savoir si toutes les informations existent dans les fichiers sources. Et quand tu parlais, Antoine, tout à l'heure de tout ce qui est smart contract, on pourrait même prendre des opérations de DeFi, le yield farming ou même des contrats à terme qui sont sans terme. Fabrice, c'est bien de dire, je te l'ai piqué cette phrase-là, Fabrice, les contrats à terme sans terme, parce qu'en réalité, tout est tellement inscrit dans le code que nous, quand on reçoit les informations, il faut essayer de les qualifier et comprendre ce que c'est. Et par moments, c'est tellement compliqué. On a l'impression que tout est dans la blockchain. Évidemment, tout existe dans la blockchain, mais à la fois les reprendre et avoir des informations pour les traiter et pouvoir faire apparaître chaque opération, par moments, c'est très compliqué. Il y a même des fois où on n'arrive même pas à récupérer des fichiers qualifiés, en fait. Et ça, c'est une véritable problématique liée à la blockchain. Et il y a même, j'ajouterais même là-dessus, il y a comme tout est dans la blockchain, mais il y a sur certains types d'activités, en fait, tout n'est même pas dans la blockchain. Par exemple, surtout quand vous faites sur des particuliers qui vont vouloir s'exposer à des nouveaux protocoles de finance décentralisée qui peuvent être construits sur des nouveaux protocoles, ce qu'on appelle de layer one, qui sont un peu comme Ethereum. Vous avez plusieurs protocoles sur lesquels vous pouvez construire la finance décentralisée. Vous avez des designs de certains protocoles où il y a toute une partie de l'activité qui va être faite, ce qu'on appelle off-chain, c'est-à-dire que des intérêts, par exemple, qui peuvent être que vous pouvez gagner par la position que vous avez, cette information-là va être off-chain, et donc il va falloir se connecter avec une infrastructure qui n'est pas la blockchain pour pouvoir récupérer cette information-là. Et donc, dans certains cas, si vous n'avez pas cette capacité-là, si vous n'avez pas cette capacité technique de pouvoir accéder à cette information, et donc même dans certains cas, c'est strictement impossible, vous pouvez vous avez beau crawler la blockchain dans tous les sens, de long en large en travers, dans certains cas, vous ne pouvez même pas trouver les données dont vous avez besoin pour comptabiliser l'activité de votre client. Super, merci à tous les deux pour ces réponses très complètes. Fabrice, il me semble que tu avais quelque chose aussi que tu voulais faire passer au sujet de la blockchain. Je vais te laisser la parole. C'est assez rapide, hein. C'est pas parce qu'on a des chiffres dans un CSV que c'est de la compta. Comme l'a dit Sana, on a la problématique déjà il faut qu'on arrive à récupérer un CSV, donc ça marche bien sur les échanges, sur les exchanges classiques. Et après, il y a tout ce qui est il y a après le fichier qui n'est pas normé du tout, qui demande un travail d'analyse en amont. Donc c'est pour ça que les gens ont du mal à trouver, on va être franc, un expert comptable, parce que ça demande tellement d'opérations manuelles et ça demande une telle connaissance de l'écosystème et de ce que vous avez fait qu'à mon avis, on se compte sur les deux doigts d'une main. Donc mécaniquement, alors maintenant, il commence à arriver des outils, mais sauf que les outils qu'on développe, malheureusement, on a toujours un train de retard parce que la DeFi, les NFT, ce qui va arriver demain avec les droits et les obligations qui sont attachés aux NFT, on ne les aura pas anticipés. Il y aura des traitements comptables qu'on n'aura peut-être pas anticipés. Donc, on a toujours un petit train de retard. Donc, il faut être relativement vigilant sur les opérations qui sont effectuées par les clients. Si c'est l'achat et la vente d'un Bitcoin, ce n'est pas un sujet. Par contre, vous commencez à faire du staking, vous avez un wallet directement sans passer par une plateforme, vous faites des flux dans tous les sens ou de l'arbitrage, ça devient très, très compliqué à suivre. Top, super, merci pour le complément. Alors, la suivante, je l'adore, c'est quand je paye en actif numérique, je n'ai pas besoin de facture. Alors, Antoine, je vais peut-être te laisser commencer à nouveau. Ouais, alors évidemment, c'est complètement faux, quoi. C'est-à-dire quand vous faites comme n'importe quel paiement, si vous devez avoir une facture qui est attachée à ce paiement, mais il y a juste, il y a un truc sur lequel je voudrais apporter un peu de lumière, c'est que en fait, il y a quand même la façon dont fonctionne la blockchain fait que dans certaines situations, c'est tout à fait impossible. Encore une fois, la magie de la crypto, c'est pas qu'un individu A envoie à un individu B un Bitcoin manuellement, c'est que cette transaction soit automatisée, c'est qu'elle soit automatisée en fonction d'un contexte, en fonction de smart contract, en fonction d'un produit. Et pour faire marcher tout ça, il faut payer les frais de transaction. Et donc, utiliser des blockchains, ça veut dire payer des frais de transaction, beaucoup, ce qu'on appelle des frais de gas, qui
peuvent être plus ou moins élevés en fonction des chaînes. Et ici, il y a un vrai sujet sur la facture, enfin, il y a un vrai sujet et un non-sujet en même temps sur la facturation, qui est que vous n'avez pas de facture quand vous dépensez ces frais de transaction. Or, la bottom line à la fin de l'année, à la fin du mois, peuvent être, ça peut être très important. L'autre point, si vous faites des paiements, des vrais paiements, c'est-à-dire si vous payez des entités, si vous payez des contreparties, vous allez être, c'est pas super de payer en crypto parce qu'il y a beaucoup de friction. Les outils de facturation traditionnels que vous pouvez utiliser, c'est compliqué de pouvoir les utiliser et de pouvoir les merge avec une activité crypto pour plein de raisons. Déjà pour des raisons de volatilité des prix, même si en plus, surtout si vous avez une comptabilité euro, même si vous payez des factures en stablecoin USD, même si c'est des stablecoins USD, vous avez potentiellement des sujets d'écart de change, vous avez des sujets de réconciliation de factures, tout ça est assez compliqué. Donc c'est pas si simple que ça. Il y a des solutions, il y a des outils de facturation spécialisés crypto qui existent aujourd'hui pour rendre ça un peu plus facile, pour surtout rendre la réconciliation de factures automatique, ce qui est vraiment un truc vraiment pas mal. Une boîte qui s'appelle Request, qui est montée par les Français par exemple, qui fait ça très bien. Voilà, c'était les 2 points que je voulais aborder sur ce sujet-là, mais je pense que Fabrice a des choses plus intéressantes à dire sur la partie vraiment facturation. En fait, il faut savoir que la comptabilité, notamment la fiscalité, se base sur des pièces justificatives. Donc, pas de pièces justificatives, pas de déductibilité fiscale. Voilà, point. C'est à l'heure actuelle ce que nous dit le Code général des impôts. Alors après, on prend ou pas le risque. Après, les inspecteurs des impôts qu'on commence à croiser se doutent qu'il y a quand même une transaction dans la blockchain, on a un début de commencement de preuve. Après, tout dépend des montants. La vraie problématique, oui, comme l'a dit Antoine, c'est la réconciliation entre les factures et les encaissements. Et après, c'est quand vous allez commencer à payer un fournisseur, du coup, parce que côté vente, c'est vous qui mettez les ventes, donc elles sont conformes en principe aux factures de vente. Les factures d'achat, ce qu'on peut voir généralement, c'est des... désolé, je vais lancer un pavé dans la mare, mais des développeurs qui sont à l'autre bout du monde, qui ne sont pas du tout immatriculés, qui ne souhaitent pas du tout l'être, payés en crypto. Là, le problème, c'est de la fraude fiscale. Vous êtes complice et nous, on a une petite obligation avec Sana, même une grosse obligation. Si les montants sont répétitifs, on va faire une petite révélation, on va faire une petite déclaration à Tracfin. Parce que vous n'avez pas, surtout avec la Russie, je ne vous fais pas de dessin. Si vous amusez à payer des développeurs russes, du coup, on s'aperçoit qu'ils sont en Russie payés en crypto, vous n'avez pas de facture. Celui qui va passer un sale quart d'heure, c'est pas moi, donc c'est vous. Donc il faut être, j'ai coutume de dire, il faut être plus blanc que blanc quand on traite avec les cryptos, notamment quand on paye les fournisseurs. Voilà. Parce que c'est relativement complexe. Il faut vraiment être sûr que les gens sont bien inscrits dans leur pays d'origine, qu'ils déclarent leurs impôts, aller plus loin que j'ai payé en Ether et puis après le mec répond plus parce que on sait plus où il est et puis il veut surtout pas faire de facture. Et je le répète, le fait qu'il y ait marqué invoice sur un tableur Excel, c'est pas une facture. Nous après Excel, on rigole quand vous êtes face au contrôleur fiscal. Nous on avertit en général. On prévient, et après on dit bonne chance le jour où il y aura l'inspecteur des impôts, vous allez lui montrer le document qui ressemble, on va dire, à ça, vous voyez, c'est une feuille de travail, mais on va dire un document qui ressemble à rien du tout, des fois mal cadré parce qu'il a mal fait la mise en page, donc on est sur du très haut niveau de professionnel. Et du coup, ça va en compta. Non, malheureusement, ça ne va pas en compta. Donc, voilà un petit peu ce que j'allais dire sur la déductibilité des frais. Être vigilant quand vous payez en crypto, c'est fabuleux. Il y a moins de frais, c'est la révolution. Ouais, mais il faut quand même garder en tête. Sinon, toutes les dépenses que vous allez effectuer ne seront pas des dépenses et ça sera réintégré fiscalement. Donc, c'est la double peine. Et après, on peut aller chercher encore plus loin. Donc, il faut absolument mettre en place un process. Du coup, c'est pas n'importe qui paye en crypto des fournisseurs et mettre en place un process de check du fournisseur. Notamment, c'est pas le but je pense que Payane fera d'autres trucs, du coup, d'autres conférences sur la facture électronique qui va arriver. Il va falloir pouvoir envoyer à l'administration fiscale des factures avec un format très spécifique. Il sera pas en token. Si vous avez des factures en REC ou en ce que vous voulez en crypto, ça passera pas. Du coup, la facture sera rejetée pour non-conformité. Que ce soit en euros, on est en zone euro quand même. En monnaie fiat, quoi. On peut le faire, mais il faut mettre une contre-valeur. Théoriquement, c'est euro, contre-valeur avec un cours du jour, on met le cours et on peut mettre le montant en token. Ça, c'est admissible. Voilà. Tout à fait. On voit une facture avec Bitcoin, c'est pas une facture, c'est une facture en euros avec l'équivalent du Bitcoin à la date du jour, en fait, pour comptabiliser.
Et petite précision, être au courant du nombre de wallets que vous possédez dans la société. Parce que quand on commence à nous dire, à moi et Sana, on en a 100 plus ou moins 10, non, c'est comme un compte bancaire. Hein. Je ne peux pas dire j'ai oublié un compte bancaire. Hein. Ça ne marche pas, ça. Du coup. Et ça nous rend furieux quand on Et là, c'est la réconciliation de la data. Ouais, il faut réconcilier, on tombe dessus, on dit c'est vraiment bizarre, je ne comprends pas. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un wallet qu'on ne nous a pas dit. Hein. Ouais, donc on voit que c'est vraiment un enjeu capital et qu'il faut être extra vigilant. Je vois qu'il est déjà à 17h22, donc on va être un tout petit peu plus rapide avec les 2 idées reçues, questions les plus fréquentes qu'on avait préparées, sinon on n'aura pas le temps de répondre aux autres questions. Et donc la suivante, c'était sur les actifs numériques et comment ça se valorise. Et là, Sana, je vais peut-être te laisser garder la parole. Il me semble que tu avais pas mal de choses à dire là-dessus. Oui, bah, du coup, sur est-ce qu'on valorise les actifs numériques? Oui, tout à fait. En fait, il faut les inscrire. On a des actifs, on a des tokens qui ont une valeur. Hein. Le Bitcoin, il y a une valeur du jour. Il y a des tokens qui sont cotés. Après, il peut y avoir aujourd'hui la problématique des NFT dont on ne connaît pas la valeur. Et la valeur, en fait, c'est la valeur d'échange. Un NFT, aujourd'hui, on voit bien des NFT qui s'achètent à un Ethereum et qui se vendent à 500 000 € ou des milliards, enfin des millions. Et ça, en fait, ça pose une véritable problématique qui est liée à la fluctuation. Après, ce qu'il faut retenir sur cette partie-là, parce que je ne vais pas tout dire, parce que comme Fabrice, j'ai vu aussi qu'il devait répondre à cette question-là, c'est que le plus important aussi, c'est de comptabiliser tous les tokens, en fait, même ce qu'on appelle les shitcoins, un coin qui vaut rien du tout, en fait, il faut tous les comptabiliser à l'actif, parce que on n'est pas à l'abri que ça prenne de la valeur, et justement on l'a vu avec quelques NFT qui valaient vraiment rien du tout et qui ont pris de la valeur, et quand ils sont pas au bilan, en fait, on peut pas, on oublie, si le client nous le dit pas, par exemple en 2021, c'est pas en 2022 que je vais lui demander et que je vais aller chercher la valeur de cet actif-là. Donc il faut être vraiment rigoureux, quitte à les mettre au départ à 1 € tous, puisqu'ils sont pas cotés. Et ça, c'est la problématique des actifs qui sont pas cotés. Et il faut quand même avoir tout dans sa comptabilité. En fait, on est vraiment en comptabilité, même si ce sont des tokens qui valent rien du tout, il faut qu'ils y soient à 1 € symbolique, par exemple. Je te laisse compléter, Fabrice, parce que sinon, si je parle, je dirai tout. Alors, en fait, on a surtout la problématique de la cotation, c'est que certains tokens vont être inférieurs à 1 centime, et nous, la compta, ça peut paraître, c'est très trivial, mais nous, notre unité de base, c'est le centime, hein, pas le satoshi. Hein. Donc, mécaniquement, on se retrouve à ne pas pouvoir comptabiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle des hors-bilans, qu'on met, nous, après, il y a une tactique, on les valorise 1 centime pour au moins les avoir, pour avoir un suivi dans le temps, du coup, de ne pas perdre. C'est l'avantage de la comptabilité. Et après, les cotations, le problème, alors sur Bitcoin, Ether, sur les 50 de la top market cap, il n'y a pas de souci, il y a des cotations, il y a de la liquidité. Le problème, c'est quand vous allez avoir des tokens qui n'ont pas de liquidité. On va dire où il y a très peu d'échanges, ou alors c'est une société qui possède ses propres tokens, et le problème, c'est que si elle vend massivement, ça va faire influencer le cours. Il y a beaucoup de problématiques de sociétés qui ont émis leurs jetons, mais sauf qu'ils s'en sont réservés une telle quantité que s'ils vendent d'un coup, le marché dévisse. Donc, ce qui pose la question, nous, l'actif, il doit être à sa juste valeur, alors, sous réserve d'être au coût historique. On regarde le coût historique, on a une valeur de marché. Si la valeur de marché est au super au coût historique, il n'y a pas de problème, je suis en plus-value latente. À l'inverse, si mon cours de marché au bilan est inférieur à mon cours historique, là, je dois passer une dépréciation comptable. Mais encore faut-il savoir sur quelle base, Antoine l'a dit, il n'y a pas les plateformes, on ne sait pas qui est derrière, ce n'est même pas des entités commerciales, ce n'est pas la Banque de France qui nous donne les devises avec une cotation officielle. Donc, il faut faire une moyenne, et encore, on peut avoir des fois des bugs de fou, parfois, quand on récupère via des API. Il y a des cotations qui sont différentes. Oui, tout à fait. On peut avoir des écarts de prix. Elles sont différentes d'une plateforme à une autre, les cotations aussi. Tout à fait. En plus, on peut avoir des variations. Alors, ça peut paraître sur Bitcoin de on va dire 5 €. Alors, ça peut paraître peu, mais quand vous commencez à avoir beaucoup de flux, du coup, liés à cette activité, ça peut commencer, les petits fleuves font les grandes rivières. Donc, ça peut avoir un impact significatif après lors de l'établissement du bilan. Top, merci à tous les deux. Alors, on a fait le tour des idées reçues les plus populaires. On va pouvoir commencer à répondre à vos questions maintenant. Et je vous propose de commencer avec les questions qu'on a reçues en amont du webinaire. Donc, la toute première qu'on a reçue, elle est de Nathaniel. Et c'est « Comment traiter les plus-values latentes sur les crypto-monnaies dans une société à l'IS qui a placé son excédent de trésorerie dans des cryptos ?» Et il ajoute « Sauf erreur de ma part, le BOFIP de 2014 ainsi que les différentes lois de finances ne parlent que des PV des particuliers, mais rien sur celles des sociétés à l'IS.
Fabrice, je crois que tu peux répondre à ça. Ouais, ça, je me doutais qu'elle était pour moi, celle-là. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, alors, le règlement de l'ANC nous dit je comptabilise une plus ou moins. Alors, je me fiscalise, je parle uniquement des plus-values latentes, hein, parce que sinon je ne vais pas trop étendre, parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on nous dit, si c'est un placement, enfin, ce qu'on me dit, ce que moi je conseille, c'est-à-dire que si on a un placement de trésorerie, d'accord, qu'on a acheté, mettons, un bitcoin 10 000 €, vous avez eu de la chance, au bilan, il vaut bien sûr, là, au 31 décembre 2021, il valait beaucoup plus cher. On a une plus-value latente. Moi, ce que je fais, c'est que je ne la fiscalise pas. À l'inverse, pourquoi? Vous allez dire pourquoi? Parce que la dépréciation comptable qu'on est obligé de passer selon ce que nous dit le règlement 2020-05 de l'ANC me dit qu'il faut que je fasse une dépréciation comptable. Mais par contre, je réintègre fiscalement la dépréciation. D'accord? Donc, je réintègre ma dépréciation. En gros, je réintègre ma dépréciation et je déduis je ne traite pas la plus-value latente. Comme ça, je n'ai pas d'impact fiscal. Du coup, parce que sinon, votre client, vous allez risquer. Enfin, les volatilités sont tellement énormes que si on injecte les plus-values latentes, autant la 2058C dans le cadre pour calculer le résultat fiscal, non seulement il n'a pas la liquidité, parce que là, vous allez faire l'alias. On va dire, si on a le nouveau millésime dans quelques jours, on s'est compris. Donc, on va avoir le nouveau millésime, sauf qu'on va lui faire payer l'IS. Le cours du Bitcoin, il ne va pas être content, hein, parce que du coup, le faire payer sur une plus-value latente qu'il n'a pas réalisée, ça ne passera pas. Donc, moi, pour l'instant, on a une zone d'ombre en cas de contrôle. Là, honnêtement, l'administration fiscale n'a jamais remis en cause cet état de vue parce qu'elle n'a pas les armes réglementaires pour le faire à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça que je connais très peu de monde qui fiscalise les plus-values latentes. On le fait dans certains cas, mais c'est relativement très, très rare. Voilà. Mais je parle vraiment d'actifs numériques hors NFT en placement de trésorerie. Je suis assez volontairement précis dans une société à l'IS. J'espère avoir récupéré. Fabrice, après, il faudrait insister aussi sur les informations, mettre les informations en annexe quoi, sur ces. Oui, alors l'annexe, ça fait partie des comptes annuels, hein, donc bilan, compte de résultats et l'annexe, hein, on a tendance à l'oublier, mais ça forme un tout. Et c'est dans l'annexe qu'on détaille les règles et méthodes comptables qui ont permis de faire. Et là-dessus, c'est discrétionnaire par rapport à l'administration fiscale. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous reprocher votre méthode à partir du moment où vous l'avez mis dans l'annexe, à partir du moment où elle est fair play et que ce n'est pas un abus de droit, bien entendu. Donc voilà, on peut en plus, bien entendu, marquer des informations. Enfin, on doit en plus marquer des informations dans l'annexe. Alors, merci pour la réponse, Fabrice. On a 3 autres questions qui sont de Eric. Alors d'abord, comment traiter comptablement et fiscalement les private token sales? Côté émetteur ou côté acheteur? Alors, c'est une très bonne question à laquelle... J'ai que des questions. J'ai que des bonnes questions. Il faut juste qu'il nous précise. Ouais, si Eric est là en direct, je veux bien qu'il précise dans l'onglet questions. Sinon, il avait une autre question qui est... Alors, moi, je l'ai relue, cette question. Je pense que c'est côté émetteur. Il parle de la partie private de l'ICO. C'est côté émetteur et j'ai l'impression qu'il parle de la partie private de l'ICO. Tu sais, la partie où on libère les jetons en private, mais pour moi, c'est la même chose que l'ICO. Enfin, ça serait comptablement pareil. Alors, dans ce cas-là, dans le cadre de l'ICO, enfin de la private sale, alors pareil, il va falloir analyser votre token, qu'est-ce que donne droit le token. Donc ça, il y a toute une analyse. En général, il faut lire le white paper, ça nous prend des journées avec Sana, en général, pour après interroger, non plutôt, je vais être plus honnête, soutirer sous torture à l'avocat une conclusion qui est, on va dire, qui va dans le bon sens, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faire l'analyse. Parce que de l'analyse du jeton et des droits qui vont être octroyés au jeton, va découler la méthode de comptabilisation. Historiquement, ce qu'on fait tous, par mesure de simplicité, c'est qu'on on considérait que le jeton était un utility token, ce qui permettait de le considérer en vente, puisque c'était une vente de pré-service, avec une exonération de TVA, sous réserve que le jeton fait bien ce qu'il prétend faire. Donc, on ne fait pas rentrer dans une case qui n'a pas y rentrer. Et après, il y a le fameux produit constaté d'avance. Donc ça, je vous recrache ce que dit le texte de l'ANC, où là, c'est un peu, ça, chacun a sa méthode. Du coup, de la méthode on va dire de reconnaissance du chiffre d'affaires en fonction de l'état d'avancement du projet. Là, c'est assez compliqué. Et par pitié, parce que la condition sous-jacente, c'est que les frais de développement qui vont être immobilisés, n'immobilisez pas des frais de développement d'une DAO. Voilà. Puisque si c'est fait pour être géré par le protocole et puis par l'entreprise, ça n'a rien à faire au bilan de l'entreprise. Je l'ai encore vu la semaine dernière. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Donc, vente et du coup, pas TVA et du coup, une reconnaissance d'un PCA. Et après, les actifs numériques, les Ethers, les bitcoins que vous allez recevoir, il faudra bien comptabiliser une plus-value, plus ou moins value, en échange quand vous allez les convertir contre du fiat ou contre des stablecoins.
Tout à fait. Ah, Je voulais juste rebondir un peu sur la partie ICO, Fabrice. Je pense que vraiment le plus important, c'est la partie analyse du token, comme le disait Fabrice. Et il faut le faire en amont, en fait, parce il nous est déjà arrivé d'accompagner des porteurs de projets post-ICO. Et en fait, post-ICO, on ne peut plus revenir en arrière sur le white paper, sur ce qui est la base sur laquelle les gens se sont engagés et ils ont payé ces tokens-là. Et aujourd'hui, on s'est retrouvé sur une ICO où le deuxième avocat, enfin bref, avec les avocats et toutes les analyses qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu une erreur par le premier avocat qui a écrit les terms and conditions et celui qui a écrit et la partie white paper, ils n'ont pas analysé, ils n'ont pas pris à temps cette partie-là. Et du coup, ils se retrouvent avec une vraie problématique TVA qui peut avoir un impact énorme. Juste ça, en fait, et souvent, si vous avez des clients, sensibilisez-les et dites-leur qu'en fait, cette partie-là s'analyse en amont. Petite alors, précision, oh, ça se fait pas en 1 heure, hein. Enfin voilà, après vous faites comme vous voulez. Après les conséquences, c'est le dirigeant de l'entreprise qui assume les conséquences pénales et civiles de la société qui a émis les jetons. Je dis ça, je dis rien. alors, on va passer aux questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Et je tiens à vous féliciter tous pour votre discipline. Parce que autant c'est la première fois que j'anime les webinars, c'est pas la première fois que j'en modère un. Et vous êtes la population, l'audience la plus rigoureuse dans cette attitude. Donc, je tiens à vous remercier. Alors, on a une première question de Henri qui demande quels sont les services de custody que vous recommandez, réglementation en cours pour les entreprises, et il précise avoir des fonds propres en crypto dans sa balance sheet. Et il me semble que la question a été posée pendant une de tes interventions, Antoine, donc je vais peut-être commencer par te laisser répondre. Bah, enfin, je pense qu'il faut choisir les custodians qui ont, enfin, les plus gros custodians du marché. Je suis pas certain que le réflexe soit forcément d'aller voir des custodians français. Je pense qu'il faut aller voir des custodians les plus gros du marché qui gèrent des dizaines de milliards de dollars. Des boîtes comme Fireblocks, comme Copper, font tout à fait le taf. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de questions. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de questions à se poser à ce niveau-là. C'est plus une question de. C'est vraiment plus une. C'est vrai. C'est plus. Enfin, ça dépend aussi de votre type d'activité, mais si c'est pour une entreprise qui doit faire de la customisation. Enfin, si vous voulez juste détenir les bitcoins que vous achetez pour la trésorerie de votre entreprise, c'est juste une question de sécurité par rapport à. C'est une question d'aversion du risque, c'est une question de si vous voulez gérer les clés privées, et si vous voulez pas gérer les clés privées et utiliser une solution de custody, ben vous utilisez les plus gros acteurs du marché, et le plus gros acteur du marché, c'est Fireblocks. Top, merci. Alors, on a une deuxième question. Dans un drop de NFT, comment je matérialise la vente de mes NFT, c'est-à-dire comment je facture et à quelle TVA? Ça, c'est une question de Hussein. Je vois que Sana nous a quittés. Je sais qu'on débarde. Ah, t'es revenu. Je sais qu'on débarde un peu, donc je vous remercie vraiment beaucoup de déborder avec nous. Désolée. Alors, qui veut répondre à celle-ci? Elle va être rapide. On n'a pas de réglementation à l'heure actuelle. Les NFT, c'est le gros sujet à l'heure actuelle qui affole tout le monde. Parce qu'on a Sorare, notamment le français, qui émet pas de facture, qui fait pas de TVA. Moi, je commence à quand même à demander systématiquement des rescrits, enfin avertir l'administration fiscale, parce que les NFT à l'heure actuelle il manque trop. En fait, le type de NFT est tellement différent, la typologie, les droits associés sont tellement différents qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout les comptabiliser. Donc, alors après, si vous les vendez, si vous êtes côté émetteur, vous avez minté des NFT, vous les vendez, bah, ça va être une facture de vente. Après, si vous les donnez, bah, c'est un prix à zéro quasiment. Donc, ils ne seront pas matérialisés dans une facture. Après, il faut y aller mollo du coup sur les dons de NFT parce que les valeurs peuvent être quand même assez significatives. Et puis, bien lister les personnes à qui vous les avez donnés. Et sur la TVA, à l'heure actuelle, on ne sait pas. Pourquoi? Parce que le problème, quand vous vendez un NFT, en face, vous allez recevoir des Ethers principalement. Et du coup, sauf que l'adresse Ether, elle n'a pas de nom et de prénom, jusqu'à preuve du contraire. Donc, pour les règles de TVA, pareil, c'est un bouquin qui est passionnant, que Sana et moi, on a lu pendant nos études, qui doit faire environ 1500 pages. La TVA, c'est un bordel. Enfin, c'est hyper compliqué. Ça va dépendre du preneur, du service. Et à l'heure actuelle, il faut vous dire déjà, l'administration fiscale a le jour où elle traitera des NFT et des problématiques de TVA, on en reparlera. Pour l'instant, à mon avis, ça sera considéré comme un actif numérique et lors d'un échange d'actifs numériques, on n'a pas de TVA à l'heure actuelle. Top, merci beaucoup Fabrice. Ensuite, on a une question Fabrice, de... quand on a été voir l'ANC, il y a quelques... Pardon, je dois avoir un problème de son. Je disais juste quand on a été voir l'ANC il y a quelques mois, en décembre,
les NFT, on leur a posé la question et c'est vrai que c'était pas encore un sujet pour eux. Et en fait, on leur a expliqué que c'était un vrai sujet et qu'on attendait une réponse. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont répondre dans l'année ou dans le mois parce qu'ils n'ont pas de personnes qualifiées en interne pour comprendre. Voilà, nous, on va faire partie de leur groupe de travail, mais malgré tout, c'est tellement compliqué qu'on sait qu'on n'aura pas d'informations, de réponses dans les mois à venir. Petite précision, on a eu quand même, moi je suis relativement inquiet pour deux choses. J'ai fait un article d'ailleurs sur le carrousel de TVA, hein, donc vous irez le lire, hein. Bon, c'est relativement technique, mais hein, ça vous instruira. La problématique qu'on a, c'est que c'est des actifs numériques. Il y a une réglementation pour les PESAN. Il suffit juste d'une modification du décret pour qu'on mette tout ce qui est émission de NFT. Et puis, il faudrait que vous bénéficiez d'un agrément PESAN. Voyez ceux qu'on demande un agrément PESAN, généralement, ils ont des cernes hein, au bout de quelques mois parce que c'est assez lourd à obtenir l'agrément. Donc ça, c'est la première chose. Deux, les gens, on a une vague, mais alors une vague, un tsunami de gens qui ont minté des NFT dans leur coin, dans leur chambre d'étudiants, qui ont récolté 100 000 euros sans création d'entité, sans création de rien du tout. Alors, pour éviter que vous m'appeliez moi et Sana, on ne peut pas faire ce qu'on appelle, quand on crée une société, on peut reprendre certains actes pour le compte de la société. D'accord ? Mais des achats, pas des ventes. C'est pas, en gros, j'ai vendu il y a 2 ans, je crée une boîte et je régularise. Ça marche pas comme ça. Donc, vous ne pourrez pas les régulariser. Il faudra, vous serez fiscalisé comme au bon vieux temps. BNC non professionnel. Donc, la TMI plus les 17,2. Donc, vous allez, le grand gagnant de votre vente de NFT, ce sera l'État. Donc, je veux dire, tous les projets NFT, ça s'anticipe. On n'est pas magicien, on est expert comptable, on a juré de respecter et de faire respecter les lois dans nos travaux. Donc voilà, je le dis parce que je vais faire un article là-dessus, parce que c'est trop récurrent les gens qui ont fait ça là depuis 6 mois et des fois des montants très significatifs. Sauf que bah voilà, je vous conseille d'aller voir un avocat très rapidement pour régulariser la situation. Merci. Tout à fait. C'est le dernier dossier qu'on a reçu, on les a envoyés vers un avocat fiscaliste. Vaut mieux les assurer par un avocat fiscaliste que de le faire soi-même en tant qu'expert comptable. L'article, quelqu'un demandait l'article, vous tapez Carousel TVA NFT, compte online, et vous allez le trouver en 2 secondes. Je viens de l'envoyer. Alors, on va essayer de faire vite pour les dernières questions parce que je veux être respectueuse de votre temps. Alors, reprenons dans l'ordre. On en était à Stéphane Engler qui demande, dans un smart contract, la transaction est automatique. Quelles sont les obligations en matière de facturation qui accompagnent cette vente ? Alors, vaste débat, on a le même problème avec les DAO. Mécaniquement, ça va être un peu compliqué de demander à une DAO de faire des factures. Encore qu'avec Request, ça serait possible. Via un smart contract d'établir une facture. On peut l'imaginer. Ça dépend en fait de l'activité. Pareil, là, la question est beaucoup trop large. C'est qu'est-ce que vous faites dans le smart contract ? Parce qu'un smart contract, ça sert aussi bien à émettre des NFT qu'à faire une ICO en émettant un jeton, qu'en faisant des échanges. Donc, il faudrait me préciser un peu plus quelle est l'activité. En fait, ça va demander par rapport à l'activité que vous réalisez, du coup, dans le cadre de votre entité, de voir à quoi ça correspond. Et après, on va voir, est-ce que ça correspond plutôt à une commission, je pense, notamment sur les NFT, ou en cas de vente sur le marché secondaire, on reçoit une pourcentage. Moi, je l'analyse plus comme une commission et pas comme une vente. Il y a eu une primo-vente et après, il y a eu une commission. Et sachant que les commissions, c'est encadré au niveau fiscal, au niveau TVA. Donc, j'ai envie de dire, la question est un peu trop large pour que je puisse vous apporter un complément d'information. Mais dans tous les cas, vente, facture. Les seuls cas où on peut avoir des ventes sans facture, c'est les commerçants. Quand vous allez, eux, ils ont un système de caisse, mais sécurisé. Il faut ce qu'on appelle, c'est la norme NF 525. Ils ont l'obligation d'avoir une caisse certifiée. Je vois mal, comme on dit dans les cryptos, avec des montants généralement qui sont bien plus, on ne parle pas de 15 € en général, bien plus supérieurs, ne pas émettre de facture. Ne pas être capable, en fait, c'est un problème juridique. C'est vous devez être en mesure d'identifier le tiers avec qui vous travaillez. Si vous n'êtes pas en mesure, nous, on applique nos mesures de vigilance. Vous nous dites que vous ne savez pas avec qui vous travaillez. Donc, par défaut, ça peut être la Corée du Nord. Point. Après, si vous n'êtes pas en mesure de me justifier, nous, on ne prend pas de risque. Donc, ça demande de mettre en place toute une analyse de cas ici, de savoir les tiers avec qui vous travaillez. Alors, je sais que je vais me faire flageller par toute la communauté des cryptos, malgré que je suis au cercle du coin. Là, je vous dis la version expert comptable rigoureux, il me faut une facture. Pour moi, il n'est pas concevable de ne pas avoir de facture. Ou alors, il faut me sortir un texte de l'administration fiscale qui m'autorise à ne pas émettre une pièce justificative issue de la réception de fonds. Et après, juste pour faire le lien avec ce qu'on disait au début, il n'est pas impossible, effectivement, comme le dit Fabrice, il faudrait savoir de quelle activité de smart contract on parle, mais il n'est pas impossible que votre plus gros problème, ce ne soit pas forcément le problème de la facture, mais que ce soit juste un problème de tout simplement récupérer les données, parce que vous avez fait des trucs. Potentiellement, vous avez envoyé 100 dans un smart contract, vous avez récupéré 1000 et
juste rien que tracer les transactions qui vous permettent de passer de 100 au 1000 peut potentiellement être très difficile, voire impossible. Donc, c'est tout en fonction de l'activité, potentiellement, c'est même votre problème numéro 1, avant évidemment le problème de la facture que Alors après, il faut raison garder. Vous oubliez une facture, on ne va pas le voir, d'accord? On va voir quelle est l'anomalie, mais voilà. Il faut juste savoir que chez les experts comptables, les activités liées aux actifs numériques, ça nécessite un risque de vigilance élevé au niveau de nos diligences. Donc, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place des diligences complémentaires. Pour ça qu'on est si chiant et que peu d'experts comptables prennent les dossiers, c'est parce qu'on sait que c'est très dangereux d'un point de vue. C'est au même niveau que l'or, enfin qu'un commerce d'or ou de garagiste un peu secondaire, enfin, ou bon, je ne vais pas citer de kebab ou machin ou de laverie automatique, mais je veux vérifier personne, mais des activités qui sont susceptibles d'accueillir du blanchiment d'argent. Et là, clairement, on doit me demander en place. Donc, si vous me dites, bah, montrez-moi, donnez-moi une pièce avec qui identifie le tiers qui vous a bossé, j'en ai pas. Bah, vous voyez que bah, ça va pas. Du coup, et là, nous, après, bah, c'est très compliqué parce qu'on doit. Donc, la déclaration, on doit la faire et ça va déclencher un contrôle fiscal avec les conséquences négatives. Et je suis très, alors pareil, petit pic, très étonné, les clients, ça fait les malins devant moi et Sana en général. Par contre, quand il y a l'inspecteur des impôts qui est dans la pièce, bizarrement, ça la ramène beaucoup moins d'un coup. Et là, on regrette énormément quand on leur dit que c'est du pénal, il n'y a pas la responsabilité de la société, ça va être sur son patrimoine personnel. Là, bizarrement, les gens deviennent blancs en général avec nous. Donc, il faut développer l'écosystème, mais il faut l'encadrer. C'est pour ça que les NFT, j'ai vu, c'est le même, pareil, je vais être un peu franc, bordel qu'en 2017-2018 où les ICO n'étaient pas régulés. Bah, c'était l'orgie. Là, maintenant, les NFT ne sont pas régulés, c'est l'orgie. Bah, ça va l'être tôt ou tard. Donc, il faut que vous soyez cadré parce que ce n'est pas parce que vous avez un expert comptable ou un commissaire aux comptes sur le dossier que ça vous protège de tout. Donc, il faut que vous soyez bien carré dans les process que vous allez mettre en place, dans les flux que vous allez avoir. Vous faites ça à titre de particulier si vous voulez vous amuser. Là, au moins, il n'y a pas de problème. Mais en tant que professionnel, on a quand même beaucoup de contraintes. Et je ne parle même pas des banques. C'est pas le débat aujourd'hui. Top, super. Alors, on a une question à nouveau d'Henri sur les custody. Et si ces fonds propres sont des stablecoins, quels sont les outils de custody et quelle est la fiscalité autour du staking farming pour les entreprises? Alors, Antoine, Sana, peut-être que vous avez une réponse pour ça? Sana, je t'en prie. Alors, attention, parce que tu es en muted, Sana. J'essaie de retrouver la question aussi. Qui a posé cette question? Ça va être Henri Delahaye à 17h30. Ah, mon ami Henri. Attends, et c'était quoi la question? Excuse-moi. Alors, et si ces fonds propres sont des stablecoins, quels sont les outils de custody et quelle est la fiscalité autour du staking farming pour les entreprises? Ok, ouais. Si les fonds propres sont des stablecoins, c'est exact, c'est la même chose. En gros, le custody, tu peux le faire de manière, tu peux utiliser un custodian qui va s'occuper des clés privées, de tes clés privées. Que ce soit des bitcoins, que ce soit du custody, que ce soit des bitcoins pour ta trésorerie, que ce soit des stablecoins pour du paiement, enfin peu importe. C'est pas le use case, c'est pas l'utilisation qui compte, c'est le provider. Tu peux aussi utiliser des choses décentralisées, des outils décentralisés. Donc, il y a notamment un truc qui est vraiment super qui s'appelle Gnosis Safe, qui s'appelle un multisig, qui va permettre de faire ta custody de manière décentralisée. Il y a des outils qui sont construits au-dessus de Gnosis Safe qui vont permettre de pouvoir gérer, permettre de pouvoir gérer ça. Notamment une super boîte française qui s'appelle Multis qui permet de faire ça. Donc le stablecoin versus Bitcoin n'a pas trop d'importance. Et la fiscalité autour du staking et du farming, je crois que c'est un grand flou. Mais nous, on est la majorité de nos clients sont souvent en dehors de France, donc sur une partie vraiment fiscale. Je pense que je laisserai plutôt Sana répondre sur la partie fiscale, staking, farming. Je pense que farming, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Et je pense que staking, aujourd'hui, on s'inspire beaucoup de ce qui existe pour le mining, mais qui n'existe rien de spécifique pour le staking. On m'entend là, du coup? Tout à fait. Ouais. Ah bah excuse-moi parce que je parlais en chat, j'arrivais pas à parler. Oui, sur le staking, en fait, on arrive à trouver la partie. Il n'y a pas de souci au niveau de la comptabilisation du staking, mais tout ce qui est yield farming le farming, c'est un peu plus compliqué. Ne serait-ce que pour retrouver les transactions. Donc pour moi, c'est beaucoup plus compliqué. Après, au niveau de la fiscalité, est-ce qu'il y a de la TVA ou pas?
La problématique, en fait, on en revient à tout ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on a accompagné avec Fabrice une société de staking et on en a nous-mêmes une société de staking. En fait, on est associé d'une société de staking. Et parfois, en fait, il y a des choses dont on ne perçoit pas. C'est qu'une société de staking, en fonction du nœud, du protocole et de comment ça fonctionne, elle peut être plus ou moins assujettie au statut PESAN. Et la plus grosse problématique sur ces sujets-là, c'est d'analyser en fait chacune des opérations qu'on a avec un client et d'essayer de comprendre en fait quel est le service de staking qui va prodiguer sur quelle blockchain, comment elle fonctionne. Et c'est vraiment qu'à partir de là qu'on va être en mesure de l'accompagner. Donner une réponse simple sur la globalité, c'est un peu compliqué puisqu'on pourrait avoir juste une écriture comptable. Nous, sur notre outil comptable avec Fabrice, on a qualifié les écritures de staking, de mining, de placement. De farming, pas encore, parce qu'on est encore en pleine réflexion et en pleine analyse de ces opérations-là, parce qu'on va être très honnête, on n'est pas là pour vous vendre le rêve et vous dire qu'on sait comptabiliser. Il y a des choses, en fait, qu'on ne sait pas. Et on essaye, en fait, d'être ingénieux. On essaye de comprendre un petit peu comment on peut accompagner les clients. Et puis, quand on arrive aux problématiques purement fiscales, souvent, on n'intervient pas. Nous, souvent, on se prend un avocat pour être rassuré. Et nous, on n'intervient vraiment que sur les problématiques comptables et d'analyse économique des flux. Mais c'est vraiment même pour vous, sur tout ce qui est fiscal, prenez toujours un avocat pour vous assurer et pour avoir aussi des prix en plus et faites des rescrits fiscaux pour vous assurer sur cette partie. Du coup, comme je ne sais plus quelle était la question, je ne sais pas si j'ai répondu à tout ou pas. En tout cas, je vous propose, comme on est à déjà 15 minutes de retard, de prendre 2 dernières questions, celles pour lesquelles il y a eu le plus de votes, et on répondra à celles lesquelles on n'a pas eu le temps de répondre dans un article de blog. Et là, je vous présente toutes mes excuses. C'est moi qui ai mal timé le temps, qui pensais que voilà, on en aurait fini beaucoup plus vite. Alors, je vous propose de prendre les questions qui étaient les plus votées, celle de Cédric Alves, qui demande... je pense que c'est pour vous en priorité, Fabrice et Sana. Vous contrôlez les factures de l'ensemble des fournisseurs crypto et vous arrivez à trouver qu'il s'agit d'une vraie société immatriculée dans le pays qui est à l'autre bout du monde. Théoriquement, alors il y a 2 choses. Si on a une mission de tenue comptable, théoriquement, on voit tous les justificatifs. À l'inverse, on a et par contre, quand on a une mission de surveillance, on ne fait que survoler entre guillemets et faire des sondages. Moi, au cabinet, on fait de la compta de crypto. En fait, j'ai une assistante qui pointe toutes les factures de tous les clients. Et elle est bête et disciplinée. C'est-à-dire, il faut que la facture soit conforme. Si elle n'est pas, elle est rejetée et elle sera rejetée tout le temps. Tant que la personne, ça saoule les gens, forcément, à un moment, c'est à eux de faire en sorte d'avoir des justifs conformes. Ou alors, moi, je refuse catégoriquement. À un moment, parce que quand vous commencez à avoir plus de factures crypto, ils n'ont rien. En gros, on n'a pas de compta. À un moment, j'ai envie de dire dehors. Du coup, et bon, je pense. Vous nous cherchez nous et Sana, les confrères nous appellent. Et du coup, si vous sortez de chez nous, vous aurez un mal de chien à retrouver quelqu'un qui va accepter de vous prendre du coup en comptabilité. Donc, on n'est pas censé aller jusqu'à l'étape vérifiée dans le pays d'origine. Mais déjà, si c'est un fournisseur européen, qu'on me dit non, mais il n'a pas besoin d'être immatriculé, non, c'est faux. Il y a, ne serait-ce que pour la TVA, il y a un numéro de TVA intracom. Je suis tombé, ils ont mis un numéro de TVA faux. Ils ont mis le mien, je crois. Ils ont mis un truc. En fait, non, c'est pas. Et là, ça agace. C'est que on leur dit, ça doit être carré dès le départ. Donc, il faut que quand vous bossez avec des fournisseurs étrangers, que ça soit carré. Alors, quand c'est les Français, ça doit être. Là, on doit avoir toutes les mentions obligatoires sur une facture, quand bien même c'est un auto-entrepreneur. Et quand c'est en Europe, généralement, les factures sont comme une facture allemande, polonaise, italienne, espagnole, portugaise. Il y a quand même des mentions obligatoires. Hein. C'est pas marqué invoice sur un papier, une date qui n'a rien à voir. On ne sait pas ce qu'ils ont vendu, on ne sait pas à quel prix. Bon, génial. Donc, non, ça, il faut être carré systématiquement sur les factures que vous transmettez à l'expert comptable. J'espère répondu à la question. En gros, donc la question, je ne pointe pas tout, je ne vais pas aller faire des contrôles supplémentaires. Sinon, mon budget d'honoraires, déjà que je suis exorbitant, là, ça serait en gros, vous allez bosser pour moi. Donc, c'est pas le but. Donc, non, après, c'est à vous de vous discipliner. C'est à vous de vous protéger. C'est pas moi. In fine, si vous payez des gens sans facture, j'ai envie de dire, ça vous regarde. Puis vous irez l'expliquer du coup à l'inspecteur. Alors, et enfin, on va prendre la question de Louis Ambroise. Après, c'est aussi discipliner le client et de toute façon, on ne serait pas en... Pardon, excuse-moi. J'allais juste dire qu'on ne serait pas en crypto, on demanderait des justificatifs aux clients en fait qui sont valables et qui sont plutôt corrects. Donc,
Même dans la crypto, on le demande maintenant. Est-ce qu'on va jusqu'à aller vérifier pays d'origine? Certainement pas, parce que je connais pas, moi, les services de greffe de tous les pays. Par moment, on essaie juste de retrouver l'entreprise, mais voilà. Alors, par contre, En tout cas, voilà, je pense que Fabrice a bien répondu. bémol, facture qui est dans un paradis fiscal, aux Bahamas, ce genre de choses, red flag hein, aussi. On ne paye pas, c'est pas si simple du coup. Essayez de faire un virement aux Bahamas, vous allez voir. Non, donc il faut, c'est bien d'avoir une facture, mais après c'est où est comment dire, inscrit, où bosse le prestataire. Donc n'allez pas vous amuser à payer des pays qui sont où on risquerait d'avoir des problèmes. Parce que la norme blanchiment, elle va s'appliquer. Nous, là, il n'y a pas la banque qui bloque les virements, c'est nous qui devons faire la déclaration à Tracfin. Donc, moi, les montants significatifs, quand je vois îles Vierges britanniques, Bahamas, ce genre de choses, qu'on ne dit pas trop qui est derrière, j'aime pas ça. En cas de contrôle, ça ressortira. Donc, bon, après, pareil, nous, on est expérimentés, on peut faire des erreurs, mais quand il y a le contrôle fiscal, on se marre, parce que du coup, vous ne maîtrisez pas les termes techniques. Deux, vous racontez n'importe quoi à l'inspecteur et vous faites donner le bâton pour vous faire battre. Et après, vous découvrez qu'il faut une facture. Ah bon, je ne savais pas. Si, nous, on a un mail, on vous a relancé, on vous a dit c'était ça, toutes ces factures n'étaient pas conformes. Et voilà, et après, la charge n'est pas déductible. Et si on voit que c'est récurrent, que vous avez payé systématiquement des tiers non identifiés, c'est une compta fictive. Donc c'est taxation d'office et avec les conséquences pénales derrière. Je fais volontairement peur. Allez voir Sana, elle est plus rassurante que moi en général. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne, c'est qu'il faut être très, très, très rigoureux. On ne plaisante pas du tout dès qu'on touche à la crypto. Et enfin, pour finir, on va prendre une des questions de Louis Ambroise. Et je tiens encore à vous rassurer, les questions auxquelles on n'a pas répondu en direct, ne vous inquiétez pas, on y répondra soit dans une session ultérieure, soit dans un article de blog, mais on ne va pas vous laisser en réponse, ce n'était pas la promesse. Alors, et du coup, la question de Louis Ambroise, ça va être comment traiter la facturation en crypto, services et primes au bilan? Vous expliquez ne pas valoriser les actifs pour les investissements de trésorerie. Quid de ce scénario qui retombe dans le même travers de devoir sortir une liquidité sur une plus-value non réalisée pour l'IS? Alors, qui veut prendre cette ultime question? Vous êtes rude. J'ai une gastro pour info aux gens, donc je ne suis pas au meilleur état de ma forme. Sinon, ça n'a. Alors, je ne vois pas ce que vous entendez par prime. Comptablement, une prime pour moi, ça se met sur un bulletin de salaire ou c'est une prime d'émission dans le cadre d'une augmentation de capital. Donc, ça n'a pas de sens. Alors, une facturation en crypto, non, comme on l'a dit, on ne peut pas facturer en crypto. Il faut me trouver le texte du code de commerce qui autorise à facturer dans une devise étrangère. Mais c'est une devise étrangère. Devise, pas en crypto. Donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre euro, utiliser un taux de conversion et marquer en Ether. Mettons, je sais pas, 0,5 Ether, par exemple. Je dis n'importe quoi. Mais il faut la mention euro. Sinon, la facture n'est pas conforme. En France, on doit facturer soit en devise étrangère, c'est autorisé dans certains cas, ou en euros. Et du coup, les plus-values non réalisées pour l'IS. Comme je l'ai dit moi au départ, moi à titre personnel, je ne fiscalise pas les plus-values latentes. Je ne fiscalise qu'à partir du moment où vous faites une cession, c'est-à-dire vous achetez un bitcoin, vous le revendez contre des Ethers, le cours a augmenté, on va dégager une plus-value qui va être taxée à l'IS. Et après, vous allez réinvestir en Ether. C'est sur cette base-là, qu'on va réinjecter, du coup qu'on va calculer la plus-value. J'espère avoir compris et répondu à la question. C'est ça. En fait, la plus-value, contrairement aux particuliers, les particuliers, c'est qu'en mouvement, qu'en transfert de crypto en fiat, donc en monnaie légale, en euros. Pour les entreprises, même si ce n'est pas écrit dans les textes, il vaut mieux que ce soit quand on est en plus crypto, et du coup, on calcule une plus-value quand même à la fin pour le bilan. À chaque opération, il y a des plus-values qui sont calculées et comptabilisées. Et je vais être très brève, Fanny, parce que de 1, j'entends très mal, et de 2, je sais qu'on a largement dépassé le timing. Bien, super, merci à... J'ai fini. Ouais, merci à tous et à toutes pour votre attention, d'être restés si longtemps aussi. Je sais qu'on a beaucoup débordé. Et puis à tous les trois, Antoine, Fabrice, Sana, pour votre temps, pour votre expertise et votre investissement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Puis à bientôt, j'espère, sur le club sur le club ou ailleurs. Voilà, très bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt.